Bonjour à tous, je crois qu'on est connectés. C'est notre premier webinaire avec Sophie, du coup, Bonjour on à tous. va, on va apprendre à vos côtés. En tout cas, sur cet outil, on est ravis d'être là. On est ravis d'être là aussi nombreux, d'ailleurs. Sans plus attendre, on va commencer. Moi, je suis Loïc, je suis le fondateur de 365 Talents et je suis ravi d'être accompagné par Sophie, Et opératrice. donc, moi, je suis Sophie, associée PwC sur la practice People and Organisation, et je suis ravie d'être avec Loïc et avec vous tous pour vous parler de ce sujet. Euh, sans plus attendre, du coup, deux, trois petites remarques sur l'organisation même du webinaire. On va tenir le timing. On a tous des agendas qui sont bien remplis. Donc, on part pour 30 minutes ensemble. Je vous demanderai de ne pas hésiter surtout à poser des questions tout au long de la séance, plutôt par écrit, donc dans le chat que vous trouvez sur le côté droit de votre écran. On répondra certainement pas aux questions en direct, en tout cas au fur et à mesure de la présentation, mais probablement à la fin. Donc on compile tout ça et on prend 5 minutes de réponse, de temps de réponse à ces questions pour éviter que ce soit trop haché et pour qu'on arrive à tenir le timing. Sur l'ordre du jour, du coup, on va juste se présenter rapidement, Sophie et moi. Sophie va partager un petit peu le constat qu'on a tous fait de notre côté, mais en tout cas sur les réactions à la situation qu'on traverse en ce moment et qui change jour après jour d'ailleurs. On fera un petit zoom ensemble sur quelques exemples assez concrets de réaction et de transformation qu'on a pu constater sur le marché dans les entreprises qu'on accompagne et PwC et nous chez 365 Talents. Et puis on passera un petit moment pour vous présenter la solution qu'on a imaginée avec PwC sur une capacité d'aller capter dans vos entreprises rapidement 100% des compétences utiles pour la reprise et de les allouer de manière la plus agile possible sur les projets à venir. Tout ça pour évoluer progressivement vers ce qu'on appelle la place de marché de compétences ou la Internal Talent Marketplace, qui est un grand sujet aujourd'hui et sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Pour les présentations, Sophie, du coup, je te donne la parole. Alors, quelques mots sur l'activité de PwC, Conseil People and Organisation. En fait, on a la chance d'accompagner des grands groupes et des ETI sur leurs projets de transformation en pilotant tous les enjeux humains qui sont au cœur, et aujourd'hui plus que jamais, puisque le gros enseignement de la crise Covid, c'est People First, avant l'économie. Donc ça nous fait chaud au cœur parce que c'est des sujets qui sont importants pour réussir la transformation. On parle de culture, on parle de modèle de leadership, d'upskilling, reskilling, donc d'évolution des compétences et nouveaux modèles managériels. Et c'est comme ça qu'on a la chance de travailler avec 365 Talents, et je vais laisser Loïc présenter. Oui. Donc du coup, moi, je suis le président et le cofondateur de 365 Talents. Nous, on est une plateforme digitale qui permet aux entreprises, qui sont nos clients, de capter en continu 100% des compétences dans leurs équipes pour les aider à rendre plus agile leur processus autour de la mobilité. Donc, que ce soit pour faciliter le staffing de projets, de missions, que ce soit pour booster la mobilité interne ou prévoir le futur et travailler sur du workforce planning. Le point commun aujourd'hui, et c'est ça qui nous réunit, c'est cette volonté d'amener plus d'agilité, de transversalité sur le mouvement dans l'entreprise autour des compétences. Donc c'est cette notion même de internal talent marketplace sur laquelle on va pouvoir revenir. Et les clients qui utilisent notre solution sont des clients dans différents univers, mais on peut citer Allianz, la Société Générale, RTE, FH ou la Caisse des dépôts par exemple. Sophie, du coup, je te rends la parole pour partager un peu le constat, le choc. Effectivement, on a la chance d'être très bien connectés avec tous nos clients, avec le tissu économique. Et en fait, aujourd'hui, la crise que l'on traverse tous fait émerger des pain points majeurs. Je dirais en premier temps, évidemment, un sujet lié à l'absentéisme, en fait, du fait de la maladie, du fait de la garde d'enfants, de la réorganisation de la vie familiale.
un contraste aussi qui continue à durer entre des activités sous tension et des activités à l'arrêt, et ça même au sein même même des entreprises, c'est-à-dire qu'on a des pans de business qu'on a du mal à staffer, et puis des pans d'activité où on a dû mettre des équipes en travail au chômage partiel, pardon. Gel des recrutements, donc second temps, là on est en train de rentrer dans des mesures un peu plus durables, avec l'impact économique de la crise sur l'activité des entreprises. On voit émerger le gel des recrutements. Aussi la prolongation et la maximisation du travail à distance dans la durée, avec la prolongation de l'interdiction des voyages. Et puis, ce qui commence à arriver, c'est la révolution ou l'évolution des chaînes de valeur et des business models. On parle de relocalisation. On a vu des entreprises qui sont transformées pour produire des produits pénuriques aujourd'hui. Tout ça dans un contexte évidemment de plans d'économie qui vont être massifs pour beaucoup de secteurs, et éventuellement des plans de départ qui se profilent. Alors, ce constat, finalement, il a fait émerger de nouveaux besoins, où il a rendu de manière beaucoup plus aiguë des besoins qui préexistaient. Le premier, c'est finalement la capacité des entreprises à identifier et mobiliser les compétences critiques. Et on voit comme on a un shift dans les besoins. L'enjeu, c'était de dire finalement qui je peux identifier pour aller travailler sur les activités en tension. Réallocation des compétences à court terme, mais aussi à moyen terme, du fait de l'évolution de la chaîne de valeur. Et tout ça dans un contexte où la mobilité va s'accélérer du fait du gel des recrutements. On va aussi dans une logique dont on passe à une approche de staffing proactive, qui inclut aussi les enjeux de motivation des collaborateurs, et qui, du fait de la généralisation du télétravail et de l'interdiction des voyages, nous donne accès aussi à un talent pool au sein d'une même entreprise qui va être qui transgresse les frontières. En fait, c'est l'abolition des frontières, le télétravail. Upskilling massif et rapide, donc là, en lien avec l'évolution de la chaîne de valeur. Et puis, in fine, la révision des plans de formation. Les plans de formation sont des dépenses importantes pour les entreprises. Et donc, l'enjeu, c'est comment faire mieux avec moins. Et pour regarder à plus long terme, c'est une question que vont commencer à se poser les entreprises, c'est leur stratégie de compétences, qu'on appelle nous le make, buy, transform, c'est-à-dire quelles sont les compétences que j'ai besoin de garder en interne, quelles sont celles que je vais acheter sur le marché en partenariat ou en achetant des entreprises, et puis celles que j'ai besoin de transformer, upskilling, reskilling. Quand on a partagé ce constat et qu'on a préparé cette séance ensemble, Sophie, il y a un exemple très concret que tu as évoqué systématiquement. Du coup, c'est par celui-là qu'on voulait commencer ce petit retour d'expérience, en tout cas ce constat un peu appliqué. Et cet exemple, c'est la PHP. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à voir ce qui s'y passait et comment tu sens que c'est une tendance un peu de fond? Tout à fait. En fait, c'est l'exemple emblématique de ce qu'est capable de faire un corps social, une entreprise, une fois que la vision est claire, que l'enjeu est clair. La PHP, c'était très simple. Tout à coup, il y avait une priorité, c'était sauver des vies. Cette priorité, elle se traduisait par la montée en puissance de manière absolument drastique des capacités de réanimation. Et donc une refocalisation de tout le personnel et de toutes finalement les savoir-faire et aussi l'organisation technique des hôpitaux de la PHP vers l'extension de leurs capacités pour traiter les patients du Covid. Et en fait, ils ont réussi une montée en compétences express dans l'espace de 2-3 semaines et un renversement total finalement de leur mode de fonctionnement. Donc, leur défi, c'était d'identifier les compétences critiques, donc les infirmiers réanimateurs, par exemple. Ça a été de les former. Ensuite, et donc, on est passé de formations qui duraient 15 jours, 3 semaines, à des formations qui sont faites dans la demi-journée. Staffer, c'est-à-dire dire finalement, c'est pas le tout d'identifier des personnes, de les former. Après, il faut les allouer là où on en a besoin. Et
enfin, pour continuer dans ce travail qui est en complète réinvention quasi quotidienne, c'est permettre à tous les collaborateurs de pousser leurs suggestions, donner leurs envies et réinventer au quotidien les gestes qui permettent de monter en capacité. Et ce tour de force, finalement, la PHP l'a réussi en cassant tous les codes de son fonctionnement et en s'appuyant sur un concept qu'on voit finalement dans tous les exemples et qui est le cœur de l'offre de 365 talents et de notre partenariat, c'est cette fameuse place de marché, puisque pour réussir ce tour de force, la PHP a mis en place un système d'appel à compétences et ça a permis de recruter des anciens de la PHP, des personnes qui étaient dans le secteur privé, des retraités, des étudiants, et d'enclencher ce cercle vertueux. Voilà, donc ça c'est vraiment l'exemple qui d'abord a sauvé des vies, donc je pense qu'il est important et qu'on remercie tous les jours, mais c'est un exemple dont on devrait tous s'inspirer parce que c'est possible de se transformer. Le luxe, on en a beaucoup parlé, des entreprises comme L'Oréal, comme LVMH aussi, ont réussi à réinventer leur chaîne de production pour alimenter finalement les hôpitaux français et l'économie française avec des produits en pénurie comme les gels hydroalcooliques et les masques. On l'a vu, voilà, on a vu d'autres clients dans la grande distribution qui ont réalloué leurs effectifs des magasins au Drive, par exemple. Je pense que Loïc, tu as pas mal d'exemples de ton côté aussi. Ouais, tout à fait. Du coup, c'était deux exemples qu'on souhaitait illustrer là, dans l'univers des services financiers, bancaires notamment. L'enjeu qu'on a constaté là, quand nous, on s'est permis d'appeler tous nos clients et du coup d'avoir vraiment leur retour sur la situation, c'était on va devoir faire autant avec potentiellement moins de ressources ou des ressources pas identifiées comme on les avait identifiées jusqu'à présent. Je pense notamment à toutes les forces de développement ou sur le digital, toutes les cohortes et les ressources plutôt externes. Il y a typiquement des technologies, des langages, des choses qui sont plus disponibles en interne et donc en interne via des prestataires et donc il y a un enjeu d'aller les chercher en interne. C'est l'exemple de ce langage de programmation historique COBOL qui est au cœur de plein de systèmes de développement métier, core business et sur lesquels il y a beaucoup de ressources externalisées aujourd'hui. Quand on resserre, parce qu'il y a une crise à affronter, quand on resserre l'organisation autour de ces compétences internes, il faut aller les retrouver. Donc ça, la réallocation de ces compétences sur ces nouveaux enjeux business où finalement, ne serait-ce que la continuité des enjeux existants, c'est un point qu'on a beaucoup vu. Un autre exemple, du coup, dans la distribution, tous les acteurs de la distribution spécialisée se disent qu'ils doivent évoluer vers plus de digital, donc c'est le digital. Sauf que là, en fait, en peu de semaines, il y a eu la démonstration que c'était maintenant ou jamais, entre guillemets, puisqu'il y a un vrai choc financier, de trésorerie et autres, les boutiques fermées. Il faut trouver le levier de croissance. Et donc, nous, on a entendu un client particulier qui nous a dit, nous, l'enjeu, c'est d'être capable demain d'être quasiment 100% digital, en tout cas d'évoluer vers une vraie marketplace. Et pour ça, il faut qu'on fasse le point sur nos capacités digitales et supply chain, parce qu'il y aura d'énormes enjeux logistiques auxquels on est confronté via nos boutiques, mais demain, on y sera confronté autrement. Et donc, ça, c'est la démonstration que là, c'est pas pour faire du business as usual, c'est plutôt pour les projets à venir, pour les chantiers et la transformation à venir. Il y a besoin d'aller identifier les forces en présence, mais surtout mettre un mot, mettre un focus particulier sur quelques familles de compétences un peu stratégiques pour les allouer au mieux sur les projets justement du rebond. Ça, c'était une petite question. Je ne sais pas si vous avez les mains sur le clavier, mais c'était une petite question qu'on voulait vous poser très très rapidement. Du coup, c'est la séance interactive. Est-ce que en un mot ou deux ou trois maximum, vous pouvez utiliser le chat et nous dire chez vous, dans vos entreprises, quels sont les domaines de compétences clés qui sont ressortis de cette crise? Est-ce que du coup, vous avez d'ores et déjà identifié quelles étaient les expertises clés particulières qu'il vous fallait du coup mobiliser pour ressortir par le haut de cette situation? On vous laisse peut-être quelques secondes. Ça commence. Digital. Ok. Digital. Est-ce qu'il y a d'autres
Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres domaines de prédilection? Je vois que Mariam est en train de taper. Donc, réseau. Alors, le réseau, je ne sais pas si c'est le réseau digital également, digital. Le réseau, je ne sais pas si on parle de réseau, réseau IT. Okay. Merci. Voilà. On travaille, c'est intéressant sur des compétences plus techniques. On a des réseaux. Alors, justement dans la distribution d'électricité, il y a un enjeu de travailler vers l'automatisation du support au réseau, l'internet des objets et toutes ces dimensions-là. Et c'est encore plus le cas quand on sait qu'il y a des compétences qui sont mises entre parenthèses pendant un confinement et qu'il faut continuer à opérer. Donc, on veut se préparer aussi à ça, effectivement. Alors, je vois, bon, l'IT revient souvent, maîtrise des outils permettant d'animer le collectif à distance, effectivement, là, montant en compétences très fortes. Real estate, recentré sur les compétences opérationnelles. Évidemment, les compétences juridiques, il a fallu mobiliser, j'imagine, pendant la crise. Management à distance, qui est un point qui remonte aussi très fort de nos clients. Hein. Du coup, c'est intéressant, c'est qu'il y a du hard skill et du soft skill. Voilà, exactement. Il y a tout le modèle managérial, le travail à distance et la partie IT, juridique, immobilière. Merci à tous pour merci pour la participation. Je pense qu'on a quelqu'un qui travaille peut-être dans la banque, les sujets conformité. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit exercice de recensement des domaines de compétences clés, c'est en fait c'est cet exercice que nous on a voulu rendre opérationnel avec la solution qu'on a imaginée avec PwC. Du coup, c'est celle-ci qu'on voulait vous présenter là. C'était comment rapidement mettre en place une solution qui permette d'aller faire ce travail de cartographie et de localisation des compétences clés en zoomant précisément sur certaines d'entre elles ou de manière plus globale, en disant, OK, il nous faut cette vue d'ensemble. Comment, en très peu de temps aussi, on arrive à faire matcher, en fait, du coup, ces compétences, ces forces en présence avec les besoins, qui ne sont pas les besoins d'il y a 3 mois, hein, c'est ça qui est assez incroyable. Ouais. Alors, si c'est une chance et qu'en fait, ça n'a rien changé, ça reste les besoins d'il y a 3 mois, mais j'entendais même des entreprises clients dans les assurances qui disaient, nous, voilà, ça continue, mais en fait, on s'est juste dit il fallait qu'on change de disque malgré tout et que on se mettait à l'abri de crises futures d'une autre forme, mais en tout cas, il fallait être capable de se réinventer et d'avoir du coup des projets stratégiques qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'il y a 3 mois. Donc, comment utiliser la cartographie de ces compétences-là et ces éléments tangibles pour se projeter et allouer ça sur les projets et sur les missions réinventées de l'entreprise. Et comment du coup finalement insuffler une logique d'agilité dans l'organisation autour de cette notion de marketplace et de talent. En gros, c'est comment assez rapidement évoluer vers faire ce que la PHP a fait en très peu de semaines, le faire en quelques mois dans vos organisations pour être capable d'avancer. Si je zoome sur la première étape, du coup, en un mois, c'est dire on peut déployer notre solution dédiée à la détection de compétences, qui peut être soit détection globale de compétences avec plein de remontées, comme on l'a fait via le chat. Je vous montrerai tout à l'heure pour illustrer comment ça peut marcher et comment c'est rendu opérationnel par la solution. Mais ça peut être aussi focalisé sur certains domaines de compétences. Donc, vous voulez faire un zoom sur les compétences digitales parce que demain, ou la supply chain parce que demain, c'est votre enjeu de marketplace et du coup de distribuer d'une nouvelle façon vos produits. Eh bien, en un instant, on peut aller capter sur vos 2000 collaborateurs qui détient telle compétence ou telle autre dans le sujet de la supply chain ou le sujet du digital sous toutes ces dimensions. Donc, je rentre pas dans les détails, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais l'idée, c'est vraiment d'être capable d'avoir des premiers résultats en quelques semaines, en un mois maximum, et c'est des choses que on a notamment travaillé du fait du travail à distance. On est capable de déployer ce type de solution en quelques semaines. Ça fonctionne très bien à distance. C'est d'ailleurs le grand révélateur de la crise actuelle, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien à distance. La deuxième étape, c'est prioriser les réallocations par rapport à vos besoins métiers et vos projets stratégiques. Et ça, c'est vraiment l'exploitation de la capacité de 365 talents à faire ce qu'on appelle de la cartographie et du matching de compétences par rapport à vos enjeux.
Et je dirais qu'il y a 3 temps en fait dans ces enjeux. Enfin, ils sont de 3 natures et et ça nous permet de travailler les enjeux aussi à court terme et à plus long terme. Tout simplement, bon, bah, le plus évident, c'est ce qu'on appelle le job matching, c'est-à-dire qu'on a des besoins. À un moment donné, j'ai besoin d'envoyer des gens sur le drive, j'ai besoin de former des infirmières et de les mettre en service de réanimation. Et j'identifie qui a ces compétences dans l'entreprise ou même au-delà de l'entreprise, parce qu'on voit que le système de matching peut aussi s'étendre en dehors de l'entreprise. Je fais une petite parenthèse parce que le cadre législatif a évolué d'ailleurs sur ce sujet-là, et aujourd'hui le prêt de personnel entre entreprises est facilité, dans cette logique de marketplace d'ailleurs. Donc le premier sujet, c'est à court terme, comment je réalloue en fonction de mes besoins, mais ça vous permet aussi de se projeter à plus long terme, à un moment où on réinvente, où on revoit les chaînes de valeur et les besoins en compétences. C'est de dire finalement, par rapport à mes compétences actuelles, si je fais cet exercice de matching par rapport à mes besoins futurs en termes de job, où est-ce que j'ai de la redondance, où est-ce que j'ai du trop plein de compétences, entre guillemets, et où est-ce que j'ai des lacunes, c'est-à-dire où est-ce que j'ai besoin de renforcer ou de développer mes compétences. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que ça va alimenter complètement la réflexion sur le learning et notamment l'orientation des besoins et des investissements de formation. Et ça va me permettre de rediriger de manière beaucoup plus efficace et productive mes efforts de formation. Et enfin, le troisième point, c'est que ça me permet aussi de faire ce trade-off qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, et à un moment où on va parler peut-être de PSE, il est d'autant plus important de le faire, c'est le trade-off entre le reskilling et je me sépare de collaborateurs, quitte à en recruter d'autres qui auront les bonnes compétences. Et là, quand on fait le business case, on voit très rapidement que le reskilling est souvent plus économique, a un impact économique positif par rapport au PSE, au-delà de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Sur ces points-là, du coup, Sophie, tu ouvrais sur une troisième dimension plus long terme de transformation de la gestion des compétences. En résumé, du coup, en un mois plus un autre mois, donc en 2 mois, on arrive à avoir une cartographie de compétences spécialisées ou globale. On arrive à avoir une projection des capacités de l'entreprise par rapport à ses compétences à répondre à ces enjeux court, moyen, long terme sur ces expertises. C'est aussi la transition vers du coup cette place de marché de talent qui amène plus d'agilité et qui permet de fluidifier le développement des compétences et la réponse RH aux enjeux business. C'est ce que tu voulais partager juste après. Du coup, hop. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment l'innovation majeure qui renverse complètement les pratiques de la gestion de la mobilité et de l'upskilling. En fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle cette place de marché. Alors, quelles sont les caractéristiques et les principes d'une talent marketplace? En fait, c'est d'abord un système qui est complètement ouvert et transparent. C'est-à-dire qui est ouvert et transparent pour les collaborateurs, pour la fonction RH et pour les managers. Donc, ça veut dire que finalement, les compétences sont lisibles et accessibles à tous. Les besoins en compétences, donc c'est-à-dire les jobs, hein, si je me mets à la place d'un collaborateur, j'ai accès à tous les jobs. Et aussi, je peux déclarer moi-même mes compétences. Elles peuvent être renforcées aussi après par mes managers ou par des pairs. Et donc, ce système qui est complètement lisible, transparent, va créer de la confiance. Qui dit confiance dit engagement. Le deuxième ingrédient très très fort de la Talent Marketplace, c'est que les compétences deviennent la brique de base. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des postes et des descriptions de postes et des offres de postes, mais on a cette compétence qui est la brique de base. Alors avant, je parlais comme un Lego. J'ai une cliente qui a la paternité de ce que je vais dire. Elle a dit, voilà, c'est la nouvelle monnaie d'entreprise. Et je trouve que c'est assez bien vu, puisque finalement, les compétences, on se les échange. On va parler ici des compétences actuelles, mais aussi des compétences futures, hein, dont on a parlé. On crée un référentiel dynamique. Alors, la bonne nouvelle pour tous les gens qui se sont, et j'en fais partie, échinés pendant des années à essayer d'avoir des référentiels à la maille d'une entreprise, des trucs qui n'ont jamais marché. Et ça, c'est vraiment ce qui est remonté par nos clients aujourd'hui. Et bien là, on a un référentiel qui se met à jour automatiquement par la déclaration de chacun. Et ce qui nous amène à la troisième
je dirais, troisième principe clé de la Talent Marketplace, c'est le matching dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment au cœur. Ça nous fait de la mobilité poussée, staffing, réallocation, très, très utile en ce moment. Ça fait de la mobilité tirée, là, donc en fonction des évolutions, des métiers, en fonction des motivations des individus, on peut on peut se projeter sur des évolutions de métiers et donc on adapte mieux les formations et on a une lisibilité des aires de mobilité. Donc vous l'avez compris, en fait, la Talent Marketplace, elle permet d'accélérer l'adaptabilité des compétences par une mobilité qui va être accrue, par une transparence. Elle permet de développer la culture de l'apprentissage continu. Je vous rappelle les grands principes finalement de la formation, c'est le fameux 70-20-10, c'est-à-dire que 70% finalement de la formation, c'est ce qu'on apprend en faisant. C'est ce qu'on apprend, c'est le learning on the job en fait. Et la formation que l'on fait en présentiel ou à distanciel, c'est que 10% de l'apprentissage aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que plus vous êtes agile dans votre capacité à allouer, réallouer les compétences, faire bouger les collaborateurs, plus vous allez être performant dans l'apprentissage continu et individuel et collectif de l'entreprise. Troisième point, c'est l'amélioration de l'engagement, j'en ai parlé, on a un système ouvert, tout le monde sait où il va, qu'est-ce qui est possible, comment je peux y arriver, donc ça donne de la confiance donne de l'engagement. L'engagement, c'est aussi de la productivité, je le rappelle, une période où tout le monde cherche à rationaliser ses coûts. Et enfin, le dernier point, c'est le business case positif. J'en ai parlé. C'est beaucoup plus efficace de reskiller ou upskiller ses équipes que faire des plans de départ et des plans d'acquisition pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Voilà. Super. Du coup, pour avancer, moi, ce que je voulais faire, c'était partager quelques exemples, des illustrations sur la solution pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, que cette étape, on veut cartographier les compétences, on veut matcher, on veut aller vers une internal talent marketplace. Du coup, c'est ce que je vais faire là. Je suis désolé, on a pris le retard qu'on voulait pas prendre. Du coup, il nous reste juste quelques minutes, mais on va essayer d'aller le plus rapidement possible. Je suis à votre disposition pour avancer, évidemment, et pour revenir sur des éléments que je vous présenterai là un peu rapidement. L'expérience collaborateur qui est importante, on en a parlé, les logiques d'aller capter de la compétence auprès des collaborateurs directement et de la restituer de manière utile et intelligible côté direction RH ou côté direction générale management. L'étape 2 qu'on présentait tout à l'heure avec le matching sur les projets stratégiques, donc on a de l'information, on peut projeter les collaborateurs du coup où qu'ils soient sur ces métiers à staffer en urgence, ces missions à staffer en urgence ou les nouveaux rôles qu'on a besoin de préparer. Et puis progressivement l'évolution vers la talent marketplace, donc c'est côté collaborateur proposer non seulement des jobs, des formations, des projets, mais aussi des rôles maintenant, des parcours, et donc rendre globalement la compétence beaucoup plus accessible, beaucoup plus fluide au sein de l'entreprise. À votre disposition pour revenir sur quelques éléments en off, et puis une fois qu'on aura fini le webinaire, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Sophie, du coup, toi, tu voulais revenir sur 5 facteurs clés de succès de cette évolution dans la gestion des compétences. Une minute. Donc, effectivement, on a mené une étude à l'automne dernier en interrogeant des centaines d'entreprises en France. En fait, où on voit que les rares entreprises qui sont finalement en tête aujourd'hui dans la transition des compétences, ce qu'on vient d'expliquer, finalement activent 5 leviers. Et vous voyez sur la slide qui vous est présentée qu'elles sont très très peu nombreuses à activer ces leviers. Le premier, c'est que c'est une priorité d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai un DRH et un DG qui fonctionnent ensemble. Le deuxième sujet, c'est que j'ai une gouvernance, un business case clair. Alors, je vois qu'il y a une question sur le business case, donc je pourrais y répondre en off. C'est une culture aussi de l'entreprise, une culture de curiosité et de confiance. La PHP, elle est passée d'une culture bureaucratique, statutaire, à une culture d'ouverture, de confiance et d'autonomisation des équipes. Et c'est ce qui lui a permis de réussir, entre autres. Un engagement dans la transition des compétences qui est explicite et partagé, c'est-à-dire qu'on ne cache plus la copie. D'ailleurs, tous les collaborateurs savent que les métiers sont en train de bouger, donc en plus avec la crise actuelle. Donc, c'est comment je les embarque. Et le dernier point, c'est des collaborateurs à la manœuvre et une fonction RH qui est vraiment en rupture. La Talent Marketplace, vous avez vu, on inverse la manière de faire du strategic workforce planning.
Et là, l'enjeu, c'est vraiment transparence et collaboration avec les managers et les collaborateurs. Ok, du coup, pour le mot de la fin, bien sûr, on peut rester, en tout cas de notre côté, moi, je peux rester quelques minutes pour répondre aux questions dans la foulée, Moi ou on aussi. peut prendre rendez-vous après. Donc sans difficulté. En résumé, je pense qu'on a tous partagé, on partage tout ce contexte radicalement nouveau. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des réactions tout aussi nouvelles, et une prise de conscience à très court terme et une agilité à très court terme qu'on voit notamment à la PHP, mais qui a donné des résultats. Et donc, la question qui se pose, c'est OK, si on sait faire ça de manière très court terme, comment on rend ça opérationnel à moyen long terme pour rebondir. Nous, on a travaillé sur cette solution très opérationnelle pour déployer rapidement une solution et puis accompagner la transition vers la réallocation plus dynamique des compétences dans l'organisation pour éviter les approches trop structurées et du coup qui ralentissent la transformation. Et puis les 5 leviers Voilà. qu'évoquait Sophie à l'instant sont Créer les les conditions leviers de qui succès. permettent pour Ouais, donc, créer les on l'a conditions de succès de cette transformation. voilà, exactement. Parce Euh, qu'on voit qu'on change les pratiques en avançant comme ça. Super. Du coup, alors, on a 2 questions juste avant les questions. Je me permets juste de vous partager nos coordonnées. Si vous souhaitez avancer sur ce sujet, envisager un déploiement pour faire cette cartographie, voir comment matcher les compétences sur vos projets stratégiques, n'hésitez pas à nous Voilà. contacter, Donc, que ce soit on sera Sophie et Pierre de son côté, et ou Loïc et Mathieu. Mathieu et moi. Si vous avez des questions sur l'association PwC 365 Talents, on a Rodolphe aussi qui est à la manœuvre et du coup qui sera à votre disposition pour répondre à vos questions. On peut prendre du coup quelques questions. Alors On a là, une sur on va commencer par la. Vas-y, Pardon. vas-y, vas-y. La question courte, quels sont vos principaux concurrents? Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais sur cette démarche-là, de dire, en fait, on combine une capacité d'accompagnement et du coup de conseil porté par PwC et une capacité digitale agile avec beaucoup de technologie dessous. À ma connaissance, on est les seuls à le faire de manière Ouais. opérationnelle. C'est pour ça qu'on était content De- de lancer cette initiative Reboot Talent et de vous la présenter. Exactement. Ensuite, PwC a des concurrents sur ces sujets. Nous, on a des acteurs qui sont sur le digital RH autour des compétences aussi. Donc, Comme vaste sujet. je pense que ce qui est important, c'est de souligner cette alliance pour permettre finalement à la solution 365 talents de donner son plein potentiel en changeant les règles du jeu autour. Parce que souvent, effectivement, ces sujets-là sont assez oubliés et du coup, on a du mal à tenir les promesses, en fait, si on ne travaille pas sur culture, modèle managérial, RH, fonction RH, etc. Question du coup de Michel sur la réinternalisation de compétences critiques, notamment détenues par des retraités. Comment les utiliser concrètement? Alors, je pense qu'il y a énormément de compétences. On parle souvent du départ ou de la disparition de compétences avec les départs à la retraite. Et souvent, on essaye de retenir les compétences, notamment via des contrats de freelance. Ou, enfin bref, on entend ça beaucoup. À la PHP, tu évoquais le retour de médecins retraités dans les salles de Exactement. réanimation. Et Donc, ouais, donc et nous, on a accompagné aussi des clients sur comment on travaille sur la transmission des compétences rares, justement, au moment de départ à la retraite, en fait. Ça fait Donc ça peut partie. être très concret. C'est ça que tu veux souligner. Ouais, tout à fait très concret. Et la logique de marketplace aide à identifier ces compétences. Et c'est là où on disait que on peut développer cette approche au sein d'une entreprise. Et évidemment, plus l'entreprise est grande, plus on a des possibilités de mobilité et de réallocation de compétences, mais aussi sur un territoire géographique, notamment là quand on parle de relocalisation de certaines activités.
En même temps, on a des pans de l'économie qui sont en train de tomber parce qu'il n'y a plus de marché. Donc là, l'enjeu, c'est de créer cette marketplace sur un territoire, en fait. Mais la logique est tout à fait la même. Je prends la question de Mylène. Sophie, si tu veux répondre à la question de Marie, Oui. qui est un peu plus longue, comme ça te laisse le temps de la décortiquer pendant que je réponds à Mylène. Mylène, oui, on travaille avec des clients en dehors de la France. Aujourd'hui, notre plateforme, elle est utilisée dans 15 pays. Donc en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Et donc oui, on a des clients qui sont internationaux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ravis de faire le partenariat, d'avoir ce partenariat avec 365 Talents, parce que nos clients sont quand même en majorité des clients qui travaillent en France et en dehors. En fait. Alors je vais répondre à la question de Marie sur le business case en fait, parce que quand j'expliquais finalement que l'upskilling était souvent plus avantageux que le fait de faire un PSE et de recruter en externe des compétences qu'on n'a pas. Évidemment, ça se modélise à l'échelle de chacune des entreprises, mais en fait, d'abord, un PSE, ça coûte très cher par personne, et l'argent qu'on donne pour accompagner un départ, on peut très bien le donner aujourd'hui sur de la formation, y compris sur de la formation où on va accompagner des collaborateurs pendant 6 mois, 1 an, et on a pas mal d'exemples de ce type. Deuxième élément qu'on valorise, c'est le rebond en termes d'engagement. On gagne plusieurs points d'engagement quand on se lance dans l'upskilling ou reskilling actif, et les points d'engagement se traduisent par des points de productivité. Évidemment, on n'a pas les coûts de recrutement. Ensuite, on arrive à staffer plus rapidement les postes. Et évidemment, l'effort de formation, il est plus ou moins radical selon que vous êtes une entreprise où il y a eu très peu de mobilité fonctionnelle versus une entreprise où on a eu plus. Et l'intérêt de la marketplace, c'est que ça vous permet de rentrer dans un cercle vertueux d'apprentissage permanent, donc de mobilité beaucoup plus régulière et de transmission de savoir-faire, ce qui fait qu'on n'a pas des reskilling massifs à faire. Voilà, donc en tous les cas, il y a un business case économique qui se fait entreprise par entreprise, mais qui est souvent en faveur du reskilling. Et du coup, je prendrai la dernière question de Burton William. Est-ce que nous avons un type particulier de client? On travaille pour des clients dans tout type d'industrie, banque, assurance, services, mais aussi construction, BTP, énergie. Donc ça tend à démontrer qu'on n'a plutôt pas de type particulier. On a un type aujourd'hui, on va dire en termes de taille de clients, et la notion d'international du coup est assez liée à ça, mais donc on a des clients qui sont plutôt importants, donc ETI et grands groupes. On travaille pour April, Tessie, qui sont plutôt des grosses ETI, mais aussi pour la Société Générale, Allianz, qui sont plutôt des très grands groupes. Ce qui est super intéressant, et c'est un constat qu'on partage aujourd'hui avec vous, c'est que on sent que cet enjeu d'agilité, et notamment autour de la place de marché de talent, de la marketplace, il se ressent aussi dans des organisations de plus petite taille, et donc on a des échanges assez intéressants avec des entreprises aujourd'hui qui sont elles aussi confrontées au même challenge qu'on vient de partager et qu'on a eu le plaisir de partager avec vous, quand bien même elles sont plus petites. Je t'en prie. Je voulais juste compléter, votre solution, elle marche aussi très bien pour des compétences col bleu. Et on n'est pas que sur du col blanc. Je ne sais pas si c'était un des points de la question, mais en tous les cas, je trouve que c'est intéressant. On n'est pas que sur des cadres. Super, merci Sophie pour le rappel. Très bien, du coup on a pris 10 minutes. Merci pour vos questions. Merci pour les questions, merci pour la participation tout à l'heure. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous recevrez du coup en bonus un lien vers le replay du webinar, les slides également. Et je crois qu'on a une étude aussi que PwC souhaitait partager sur l'upskilling et l'évolution des compétences dans les grandes organisations. Et petites et moyennes, puisqu'en fait, c'est une étude qui est faite à 60% de grandes entreprises et à 40% de PME et ETI. Parfait. Il y en a pour tout le monde.
Voilà. Bah, merci à Merci vous. à Passez tous. une excellente fin de journée et à Excellente journée. bientôt. À bientôt, Sophie. À bientôt, Loïc. Merci. Merci.